Pour la Géorgie, vous savez, l'Occident se tire une balle dans le pied, car il arrive avec une attitude du genre « Si tu ne veux pas jouer selon mes règles, je reprends mes jouets de ton bac à sable. Et ensuite, je retourne ton bac à sable et je le découpe à la tronçonneuse. » Voilà la conception de l'Occident. Soit tu fais ce qu'on te dit, soit on va essayer de détruire tout ce que tu es. Donc il y a environ 2 mois et demi, le Congrès américain a adopté une loi sur l'instauration de la démocratie en Géorgie. Laissez ça vous interpeller. Nous ne sommes pas d'accord avec le choix du peuple. Alors, nous allons vous imposer le nôtre. Nous allons vous le faire avaler de force, par tous les moyens possibles. Nous allons concentrer nos efforts à révolutionner votre gouvernement et à y placer nos marionnettes, parce que c'est ça, la démocratie. Bonjour à tous, ici Pascal des études de latéralité, et aujourd'hui je parle à nouveau avec Stanislav Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine, cadre dans la chaîne d'approvisionnement et expert politico-militaire. Stas, bienvenue de retour sur la chaîne. Merci, toujours un plaisir. Ravi de te retrouver, car nous avions dit que nous voulions discuter un peu de la Géorgie et du Caucase, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses en ce moment. J'ai d'ailleurs enregistré une vidéo plus tôt avec 2 autres collègues, et j'aimerais aussi avoir ton avis sur ce qui se passe en ce moment. Commençons donc par la Géorgie. D'accord. Oui, mon expérience en Géorgie n'est pas, disons, extrêmement vaste, mais elle est tout de même conséquente. J'ai été conseiller militaire en Géorgie pour la mission de l'ONU en 2002-2003. C'est comme ça que j'ai découvert le pays. J'ai de la famille ici, donc je reviens assez souvent. J'étais aussi ici en vacances en 2022. C'était à l'époque où toute la propagande anti-russe battait son plein. J'étais ici en 2024, d'abord en vacances, et on pouvait vraiment constater un changement radical et l'effondrement de la propagande. Nous étions là juste après la tentative de Maïdan en mai. Ensuite, j'étais ici pour couvrir les élections et les premières manifestations qui ont éclaté après les élections. Enfin, dire qu'elles ont éclaté est ridicule, car elles étaient absolument planifiées et préparées, et tout le monde savait quand et où elles auraient lieu, y compris les autorités. Évidemment. Vous visitez occasionnellement la Géorgie et entretenez une relation avec ce pays depuis 20 ans. Au fil de cette période, comment le pays a-t-il changé? Oh, ça a énormément changé. Vous savez, j'avais pas conduit en Géorgie depuis 2003. Puis je suis revenu, nous avons roulé jusqu'en 2022. Et vous savez, c'est l'instinct masculin de base. On se souvient toujours comment conduire. Je me souvenais des routes, mais les bâtiments, la moitié des bâtiments étaient différents. Oui, ils avaient été reconstruits. De nouveaux bâtiments avaient pris leur place. Donc, oui, c'était un peu comme tâtonner, en se disant « Je crois que c'est par ici qu'on va ». Oui, parce que le pays avait physiquement changé. J'y étais allé entre-temps, mais j'étais toujours en taxi ou quelque chose comme ça. Donc on remarque un peu ce qui se passe autour de soi, mais ce n'est pas pareil que quand on est au volant. Donc, le pays a beaucoup changé, et il y a d'énormes projets de construction en périphérie. La Géorgie a adopté une position extrêmement intelligente en 2022 en déclarant sa neutralité, et cela en tenant compte de la pression massive, tant externe qu'interne. Avant tout, pour comprendre la Géorgie, il faut savoir qu'elle s'éloigne activement de son statut de colonie de l'Occident. Saakachvili l'avait complètement liée à l'Occident, surtout après la guerre de 2008. Et ce qui est intéressant à propos de la guerre de 2008, c'est que juste avant, Vladimir Vladimirovitch Poutine avait proposé à la Géorgie des pourparlers 3+1. Donc, la Géorgie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, plus la Russie.
So that's Georgia, Abkhazia, South Ossetia, plus Russia. And the aim of those talks was to form a confederacy. Le but de ces discussions était de former une confédération dans laquelle ces deux provinces reviendraient dans le giron de la Géorgie, à l'image de ce qui s'est passé avec l'Adjari au sud-ouest, dont la capitale est Batumi. L'Adjari dispose de larges pouvoirs d'autonomie et Saakachvili a accepté. Et au moment où il a accepté, Condoleezza Rice est arrivé en trombe et nous avons eu la guerre de 2008. Parce que la dernière chose que veulent les Américains, c'est que la paix éclate. Dieu nous en préserve. Parce que la guerre et le conflit sont toujours le levier et la monnaie qu'ils utilisent pour avancer leurs intérêts. Cette guerre a donc ruiné les relations pendant assez longtemps. Et même si les faucons anti-russes continuent de crier que la Russie a commencé cette guerre, ce qui n'est pas le cas, il y a eu une commission de l'UMFOR, et lui-même est tout sauf du côté russe, même à l'époque. Il y a eu une commission de l'UMLPMM qui a conclu, oui, absolument, que ce sont les Géorgiens qui ont déclenché la guerre. Ils avaient leurs raisons, ils ont essayé de justifier cela. Mais oui, ce sont les Géorgiens qui ont tiré les premiers coups de feu. Les Géorgiens ont envahi. Et quand j'étais en Géorgie en 2002, je connaissais les gars des forces spéciales. Je traînais avec eux, je buvais des bières avec eux, qui mettaient en place les premières brigades américaines. Par américaines, j'entends formées par les Américains. Donc Chevron avait accepté de leur permettre de créer 2 brigades. Donc, ils faisaient la sélection, cherchant non pas tant les bons spécimens physiquement, mais mentalement, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, cela a été confié au corps des marines des États-Unis. Les marines étaient ici pour les organiser, les former en 2 brigades, et ces brigades ont ensuite été utilisées par le gouvernement américain pour aider à renverser Shevardnadze et installer Saakachvili. Puis Saakachvili a utilisé ces 2 brigades comme fer de lance lors de son attaque contre l'Ossétie du Sud. Et vous savez, si vous allez commettre un génocide ou tenter un génocide, la bonne idée serait de retirer les téléphones portables à vos hommes, car ils se filmaient eux-mêmes en train de se vanter de tuer des civils et de faire exploser des appartements et des voitures avec des femmes et des enfants à l'intérieur. Et il en est sorti tout un film documentaire. Car une fois que ces 2 brigades ont été anéanties par l'armée russe qui est descendue du nord, a percé les lignes, diverses embuscades ont eu lieu. Les Géorgiens tentaient de faire sauter les tunnels reliant l'Ossétie du Nord à l'Ossétie du Sud, mais ils ont échoué. Leurs équipes de forces spéciales ont échoué également. Elles ont été détruites. Les tunnels sont restés ouverts. L'armée russe a alors foncé à travers, ce que personne ne s'attendait à voir, car Medvedev était aux commandes. La force russe stationnée dans le Caucase était une force de 3e échelon, équipement ancien, formation pas optimale, et l'armée russe, à cette époque, n'était pas non plus globalement très bien entraînée. Pourtant, elle a foncé et a ouvert la voie jusqu'à Tskinvali pour sauver la population. Et ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que un des officiers principaux disait, alors qu'ils descendaient, parce que ces 2 brigades géorgiennes menaient l'assaut, qu'ils exterminaient tout le monde. Et pour bien comprendre, l'Ossétie du Sud comptait environ 40 000 habitants. On ne parle pas d'une population énorme. Les soldats, il y a eu un article écrit par l'un des officiers dans les BMP de tête. Il disait « Nous pouvions voir une église au loin, et la croix s'est mise à briller, et une image est descendue de la croix, et une femme s'est avancée vers nous depuis cette lumière, marchant à côté de nous et nous bénissant alors que nous passions la Vierge Marie. » Et cela l'a beaucoup motivé. Voilà donc l'histoire des soldats russes traversant et entrant en Ossétie du Sud. Le tout début, le point de bascule de la contre-attaque russe. Donc, vous savez, ils sont allés jusqu'à Gori.
et Gori a été en partie sauvé. Gori se trouve à environ 35, je dirais à peu près 35, presque 40 ou 50 kilomètres de Tbilissi, à la périphérie de Tbilissi. Et Gori a été sauvé parce que l'armée russe était là, parce que les Sud-Ossètes arrivaient et tuaient ensuite des Géorgiens en représailles à cette offense. Donc l'armée russe était présente et a maintenu la paix avant de se retirer. Un ami à moi m'a raconté, il est géorgien, il vit à Tbilissi, que lorsque l'armée russe était à Gori, le gouvernement Saakashvili a envoyé un tas de conscrits qui n'avaient même pas encore reçu leur formation. Donc, ces gars étaient nouveaux. Premier jour d'entraînement, on leur a juste donné des fusils et on les a envoyés contre l'armée russe. Eh bien, de façon prévisible, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé les chars russes. Ils ont regardé les BMP. En fait, ils n'avaient même pas de BP, mais il y avait quand même les vrais transports, les véhicules blindés. Ils ont jeté leurs fusils et se sont enfuis. Encore une fois, ce sont des gars qui, pour la première fois, tiennent un fusil et sont envoyés au combat contre des vétérans. Il était prévisible que cela ne se passerait pas bien. Et ils ont couru jusqu'à Tbilissi en criant « Les Russes arrivent ». Ils ont dit, vous savez, que la moitié des gens faisaient leur bagage pour fuir et que l'autre moitié sortait des drapeaux russes parce qu'ils détestaient Saakashvili et qu'ils voyaient que les Russes allaient venir pour renverser Saakashvili. Malheureusement, l'armée russe n'est pas venue jusqu'à Tbilissi. Elle s'est arrêtée à Gori. Donc il y a eu beaucoup de gens très mécontents après cela. Et Saakashvili a perdu le pouvoir, je pense, dans l'année et demie ou les 2 ans qui ont suivi, vers 2010 environ. Oui. Et quand il est parti, quand il a perdu le pouvoir, parce qu'il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties. D'abord, avant cela, une vidéo est sortie montrant les massacres commis par ses forces. En gros, le FSB est arrivé, a simplement ramassé les téléphones portables sur les cadavres, les a piratés, a extrait leurs vidéos et a réalisé un documentaire à partir de leurs propres mots, de leurs propres actions. Il est difficile de nier qui fait quoi à qui à partir de là. Ensuite, des vidéos ont commencé à sortir juste avant les élections. Le gouvernement géorgien est passé d'une république présidentielle à une république parlementaire. Et Saakashvili a décidé que puisque son 2e mandat présidentiel touchait à sa fin, son parti gagnerait les élections et qu'il deviendrait le Premier ministre perpétuel, détenant le véritable pouvoir, puisque le président ne serait désormais plus qu'une figure symbolique. À partir de là, je serai Premier ministre à vie. Eh bien, juste avant les élections, une série de vidéos ont été publiées montrant des actes de torture physique et sexuelle dans les prisons en Géorgie. À cette époque, environ 7% de la population était probablement en prison. Ils jetaient les gens en prison pour avoir désavoué quoi que ce soit. C'est une façon d'instaurer un état de loi et d'ordre, mais ils étaient torturés et maltraités. Et tout cela a éclaté au grand jour, et son parti a subi une lourde défaite. Il a donc perdu le pouvoir. Par vengeance, la première chose qu'il a faite a été de commencer à accorder la citoyenneté à tout le monde. Je veux dire, il suffisait de se présenter avec n'importe quelle pièce d'identité et en 20 minutes, on repartait citoyen tout neuf de la Géorgie. Donc des Africains, des Chinois et d'autres personnes à Tbilissi qui y travaillaient ou étaient simplement de passage. Mais ça, c'est un détail mineur. Le gros problème était en Adjari, où il a cédé aux Turcs qui ont ensuite fait venir leur famille élargie. Et maintenant, il y a des problèmes ethniques en Adjari. Les Turcs représentent presque la moitié de la population en Adjari. Et on en est arrivé au point où ils crient aux Géorgiens orthodoxes « Quittez nos terres ». Il y a environ un an et demi, Erdogan était à Rize, une ville plus à l'ouest en Turquie, également sur la côte, où il a prononcé un discours. Il a dit « Vous savez, je suis à Rize, je regarde vers Batumi. Tout cela,
c'est notre terre. C'est déjà un chef d'État qui revendique directement la province d'une autre nation. Et la seule chose qui empêche les Turcs d'entrer en Géorgie, c'est la Russie, car il n'y a aucune chance que la Russie permette aux Turcs d'annexer la Géorgie. Craignez-vous vraiment que cela puisse figurer à l'ordre du jour turc, qu'ils cherchent réellement à s'emparer de portions de la Géorgie? Absolument. Absolument. Ils le font par le biais d'investissements commerciaux et de la démographie. Et puis lorsqu'ils atteignent une certaine masse critique, ils arrachent tout simplement cette partie. Absolument. Et je doute que si Erdogan part demain, cela change grand-chose. Le panturquisme est assez fort de l'autre côté de la frontière. Parce que je veux dire, vous savez, c'est là qu'il faut aussi inclure l'Azerbaïdjan et toute l'instabilité actuelle dans les trois républiques du Caucase du Sud. Car en gros, l'Azerbaïdjan a réussi par la force des armes à reprendre le Haut-Karabakh. L'Arménie, sous Pachinian, brade une bonne partie des intérêts du pays, non seulement en laissant faire, mais en menant activement des discussions avec l'UMP, et peut-être pas l'OTAN, mais au moins, et en se rapprochant énormément d'eux. Pendant ce temps, l'Azerbaïdjan semble rêver d'un État azéri plus grand, incluant des parties de l'Iran, et vous savez, offrant même à Israël une base de départ pour des attaques contre l'Iran. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Il me semble que certains pensent désormais que le Caucase est à prendre. D'une certaine manière, oui. Eh bien, le Caucase se trouve dans une zone de conflit. Ce n'est pas une région qui sera laissée à la merci de n'importe qui. L'Azerbaïdjan pourrait disparaître, mais il ne sera pas laissé à la merci de n'importe qui. Les Géorgiens, tout d'abord, pour comprendre les Géorgiens, il faut savoir que la façon dont ils ont contrôlé la Géorgie pendant tant d'années, c'est que ce pays compte 3,5 millions d'habitants. Il y a 10 000 ONG enregistrées. Laissez cela vous interpeller. Plus de 10 000 ONG enregistrées. Je pense que ce nombre diminue rapidement chaque semaine, car le gouvernement a commencé à interdire certaines ONG. C'est pourquoi, évidemment, avoir une loi exigeant la transparence du financement était quelque chose que personne ne voulait, à part le gouvernement géorgien et l'élément national en Géorgie. Parce que, Dieu nous en préserve, on verrait combien d'argent l'USAID, le Fonds européen pour le développement et toutes ces autres ONG injectent dans le pays, dans ces petites ONG. Elles alimentent ensuite un sentiment anti-géorgien à l'intérieur du pays. Car la première chose que font ces organisations, c'est d'attaquer la culture du pays lui-même. Et que vise-t-on? Si l'on veut attaquer la culture d'un pays chrétien, on s'en prend à l'Église. C'est la première chose à faire pour affaiblir le pays. C'est exactement ce que fait l'Arménie en ce moment. Le gouvernement arménien réprime l'Église arménienne. Et la Géorgie, le rêve géorgien, à ma connaissance, ne réprime pas son Église, n'est-ce pas? Mais c'est ce que ces forces aimeraient voir arriver. Oui, le rêve géorgien. Vous voyez ce qu'ils ont fait avant de commencer à se détacher activement. Et je pense que le début du conflit en 2022 a probablement accéléré leur calendrier. Avant de commencer à se détacher, ils retiraient discrètement les officiers américains de la police et de l'armée. Ce que j'entends par officiers américains, ce sont des officiers formés aux États-Unis. C'est d'ailleurs quelque chose que les Turcs ont également mentionné après le coup d'État contre Erdogan, dont la Russie les avait avertis. Parce que ce qui se passe avec ces programmes de formation, ces programmes d'échange, comme l'a dit un général turc, on envoie une personne et on en récupère quelqu'un de totalement différent. Parce qu'ils se font manipuler, non? Ils se font laver le cerveau. Ils se font acheter. L'une des choses que fait la CIA, c'est qu'elle achète des agents
Enfin, pas vraiment acheter, elle les emploie. Donc, vous pouvez être colonel dans l'armée de votre pays, mais capitaine à la CIA. Vous avez donc votre citoyenneté. Et la citoyenneté pour votre famille américaine, qui attend à la maison. Alors vous faites ce qu'on vous dit de faire. Vous nous servez. Et si tout le pays s'effondre, ne vous inquiétez pas. Vous avez une piste d'atterrissage ici, aux États-Unis, et vous avez un emploi et tout le reste. Ils prennent donc soin de leurs espions et des traîtres qu'ils placent dans les gouvernements d'autres pays. Ainsi, le rêve géorgien se débarrassait progressivement de ces personnes. Et c'est pourquoi ce dernier Maïdan a totalement échoué. Parce que si vous suivez le manuel du Maïdan, et ces gens-là ne sont pas originaux, ils ont plus ou moins un manuel qui fonctionne. Et c'est ce qu'ils vont appliquer, étape par étape. Ils ont donc rassemblé la foule dans les rues. Ils ont obtenu le soutien d'une partie de la bureaucratie qui s'est auto-identifiée comme libérale et anti-gouvernementale et qui d'ailleurs est en train d'être licenciée en masse. Merci de vous être signalé. Ils ne s'attendaient pas à être licenciés en masse. Ils s'attendaient à réussir. Eh bien, ils sont arrivés à l'étape où, à ce stade, environ un tiers ou la moitié de l'armée et de la police auraient rejoint le camp des révolutionnaires. Mais voici le problème. Qu'offrent les révolutionnaires? Ils proposent toutes les valeurs néolibérales. Or, à ce moment-là, le rêve géorgien avait remplacé ces officiers douteux dans la police et l'armée par de bons chrétiens orthodoxes géorgiens. Ceux-ci regardaient la situation et disaient « Nous ne voulons pas de marche des fiertés. Nous ne voulons pas que la culture géorgienne soit détruite. Nous ne voulons pas de croisade anti-Église. » Non, il n'y avait rien que les révolutionnaires proposaient qui intéressait ces gens. À ce moment-là, le mouvement s'est essoufflé parce qu'il n'a pas eu ce nouvel élan, ce stimulus qui l'aurait mené à un conflit armé ouvert. Ils ont essayé. Ils ont vraiment essayé très fort. Ils ont même fait venir des enfants. Des familles sont venues avec leurs enfants. Certaines de ces familles progressistes sont venues avec leurs enfants, croyez-le ou non, et ils mettaient les enfants en avant à cause des organisateurs. Il y avait même des vidéos où l'on voyait des enfants de 7 ou 8 ans à qui l'on donnait des pierres à lancer sur la police. Et la raison pour laquelle ils mettaient les enfants en avant, c'était parce qu'ils espéraient provoquer une réaction policière majeure et sacrifier ces enfants sur l'autel de la révolution. Vous savez, si un enfant se blesse, ou pire encore se fait tuer, ou si quelques enfants se font tuer, ils peuvent commencer à crier contre le gouvernement sanguinaire et ce que fait le gouvernement. Ce qui heureusement n'est pas arrivé. Ils ont fait la même chose sous Navalny en Russie. Ils devaient attirer des enfants de 10 ou 12 ans via Internet. Hey, venez vivre une aventure. Et ensuite, ils les poussaient en première ligne face à la police. Mais tout le monde avait déjà compris ce jeu. Donc, la police a fait preuve d'une extrême retenue, s'assurant que rien ne vole, qu'aucun enfant ne soit blessé. Car sinon, cela aurait été utilisé comme propagande. Et nous parlons maintenant de ce qui s'est passé en novembre et décembre de l'année dernière. Et la police géorgienne a en réalité fait preuve d'une extrême retenue, car ces manifestants tiraient des feux d'artifice sur le bâtiment du Parlement et utilisaient des pointeurs laser pour essayer d'aveugler les policiers. Tout cela pendant que les médias occidentaux affirmaient que le droit de manifester pacifiquement, devait être protégé. Si quelque chose de ce genre s'était produit à Berlin, mon Dieu, je vous garantis qu'ils auraient mobilisé l'armée, réprimé violemment et utilisé une force extrême en disant « Oh, nous devons protéger nos valeurs démocratiques » et ainsi de suite. Mais avec la Géorgie, c'est l'Union européenne qui n'a cessé de crier à tue-tête. Vous devez laisser faire. Heureusement, ils ont réussi à calmer la situation. Comment ont-ils réussi à laisser simplement la situation s'éteindre d'elle-même?
Oh, it's still going on. Oh, ça continue encore, si on peut appeler ça comme ça. Il y a des groupes de 10, 20 personnes qui viennent et qui restent là. Ils ne protestent même pas bruyamment. Ils restent juste debout avec des pancartes. Ils sont payés $50 par jour, ce qui est plutôt pas mal ici. Avons-nous des preuves de cela? Y a-t-il des preuves qu'il y a des paiements impliqués? Oui, j'ai des amis au sein du gouvernement Rêve géorgien et je parlais avec eux dans les hautes sphères du gouvernement Rêve géorgien et l'un d'eux m'a dit, j'ai même demandé, je peux venir aussi mec, parce que j'ai besoin d'un peu d'argent en plus. La police ne fait pas attention à eux. Ils passent simplement devant eux et ils sont là tous les jours. Ils arrivent en fin de journée, traînent pendant quelques heures, en profitent, mettent quelques pancartes, puis s'en vont. Mais ce genre de présence, ça s'est essoufflé. Je veux dire, ça s'est complètement essoufflé. À la fin décembre, enfin, à la fin janvier, il y avait moins de 100 personnes qui se présentaient. Maintenant, la première réunion, je vais vous dire, la toute première réunion après les élections. Et ce que j'adore, ce sont les gens de la démocratie. Vous savez ceux qui viennent, des étrangers dans ce cas, l'Uber et les États-Unis, qui disent qu'ils ne peuvent pas accepter les élections géorgiennes. Je suis désolé. Ce n'est pas à vous d'accepter, c'est au peuple d'accepter. Et l'une des choses que le Rêve géorgien a faites de manière très correcte, c'est d'afficher d'immenses posters. Par exemple, sur l'un des posters, à droite, en couleur, on voit un bus de ville géorgien qui circule sur sa ligne. Et de l'autre côté, en noir et blanc, un bus ukrainien calciné dans un bâtiment détruit. Et le message était simple. Voulez-vous la paix ou la guerre? Je veux dire, il n'était même pas nécessaire de s'attarder sur le numéro du parti pour lequel voter, car tout est indiqué sur la liste des partis par numéro. Ce qui est drôle, c'est que dans les médias occidentaux, on nous répétait sans cesse que les théoriciens du complot en Géorgie affirmaient que l'Occident voulait pousser la Géorgie à devenir un second front et à être plongé dans la guerre. Je veux dire, c'était évidemment exactement le genre de stratégie qui était en cours. Et aussi, quand on écoute ce que dit la figure de proue, cette sorcière française, Zurabishvili, Salomé Zurabishvili, l'ancienne ambassadrice de France en Géorgie, qui a ensuite obtenu la citoyenneté et est devenue présidente. Elle l'a effectivement fait. Et elle a dû partir. Tout l'objectif était en fait d'orienter la transition du pouvoir vers elle. Le fait est qu'elle n'était qu'une figure de proue. Elle n'avait aucun réel pouvoir, mais le pouvoir clé qu'elle détenait, c'était l'amnistie. Donc, jusqu'à son départ, chaque fois qu'ils arrêtaient ces personnes pour n'importe quelle raison, trouble à l'ordre public, peu importe, elle disait simplement « amnistiez-les ». C'était donc une porte tournante. Ils ne pouvaient enfermer aucun de ces gens. Dès qu'elle est partie, ils ont aussi fait savoir à tout le monde que cela était terminé et que tout trouble civil serait désormais puni d'une peine sérieuse de 6 ans. Beaucoup de ces personnes se sont calmées très rapidement. Ils se sont dit « Ah d'accord, donc on va vraiment devoir en répondre ». Et vous savez, en 24, quand j'étais là pour mes élections, vous savez, Rustaveli est une rue vraiment magnifique. Ils ont beaucoup d'œuvres d'art et de statues tout le long de la rue. Je suis désolé, quand j'y étais en vacances à l'été 2024, certaines personnes vont peut-être me détester de dire ça, mais je m'en fiche. L'internationalisme libéral. Et croyez-moi, il existe un internationalisme libéral. Ils font venir des gens de différents pays pour aller manifester dans d'autres pays. Quand on laisse entrer les cochons chez soi, il faut s'attendre à ce qui va arriver à sa maison. Ils ont tagué partout. Le sol, les murs, les statues, tout. Partout où ils pouvaient atteindre, assis sur les épaules de quelqu'un, ils ont tagué chaque bâtiment. Des bâtiments historiques, des bâtiments neufs, la carte. Ils ont tagué le sol. Ils ont tagué les statues.
They graffitied the ground. They graffitied statues. They graffitied they burnt benches. Ils ont brûlé des bancs. Ils ont brûlé des poubelles. Je veux dire, c'est comme une invasion de sauterelles. Ils ont simplement détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire sur leur passage. Et quand on regarde la ville, la somme d'argent qu'il faut dépenser pour tout réparer, pour tout nettoyer, c'est écœurant. D'accord, vous êtes allé dans un pays étranger pour manifester. Au moins, ne le détruisez pas au passage. Mais ce sont des gens qui n'ont absolument aucune boussole morale. La fin justifie les moyens. Et ils ont refait la même chose après les manifestations, quand celles-ci sont devenues plus violentes, comme cela devait arriver, selon le manuel. Mais, vous savez, en ce qui concerne cette théorie du complot, Ghebreyesus, qui était un ancien président, premier ministre de la Géorgie, il est sorti et a dit que Pompeo, lors de sa tournée d'adieu, s'est arrêté en Géorgie et a déclaré « Écoutez, nous avons besoin que vous commenciez des actions de combat à la frontière russe, au moins dans la station sud et à la frontière caucasienne. Pourquoi ferions-nous cela? Parce que vous allez attirer l'armée russe dans le conflit. Pourquoi ferions-nous cela? La Russie va nous écraser. C'est vrai, elle le fera. Mais ensuite, vous pourrez mener une guerre de partisans pendant des années et immobiliser les Russes. Attendez une minute. Attendez, qu'est-ce qu'on y gagne? Nous allons détruire notre pays, voir notre peuple massacré dans une guerre perpétuelle et épuisante sur notre propre sol. Pourquoi ferions-nous cela? Parce que l'Occident a besoin que vous le fassiez. C'est-à-dire, même s'il l'a dit avec d'autres mots, tout se résume à cela. Et en fait, en Ukraine, c'est exactement ce que l'Ukraine a obtenu. Je répète sans cesse que la Géorgie est celle qui a échappé, non pas à la Russie, mais à cette politique de la corde raide des néoconservateurs, ce suicide au service des grandes ambitions stratégiques d'autrui. Le problème, bien sûr, c'est que cela vous attire beaucoup de haine dans ces cercles néoconservateurs, parce qu'ils n'en ont pas fini. Ils n'abandonnent jamais. Alors, que se passe-t-il actuellement sur ce front, même si la situation s'est calmée dans la rue? Eh bien, l'économie géorgienne a connu une croissance en 2024. En 2 ans, l'économie géorgienne a augmenté de 20%. Et elle affiche un taux de croissance, on parle d'un taux de croissance de 11% cette année. Comme la Géorgie se trouve actuellement entre la Turquie et la Russie, il y a un trafic massif qui traverse la Géorgie, d'importants échanges commerciaux entre la Géorgie et la Russie, ainsi que des investissements qui affluent. Donc, les Géorgiens s'en sont très bien sortis de ce point de vue. Et la Géorgie n'est pas un pays riche en ressources. Elle produit plus ou moins sa propre nourriture. Je parle de biens de consommation comme le pain, vous savez, enfin les céréales. Mais elle doit tout de même importer. Et elle importe de Russie. Une grande partie de son énergie provient de Russie. Et elle entretient des relations relativement bonnes. Et en partie, c'est parce que le gouvernement russe s'est enfin souvenu de ce qu'était le soft power. Après l'Union soviétique, les personnes au pouvoir avaient complètement oublié ce qu'était le soft power. Ils en étaient devenus ignorants. Donc ce que la Russie a fait, c'est d'abord d'assouplir, puis de supprimer complètement toutes les restrictions sur le régime de visa pour les Géorgiens entrant en Russie. Je reconnais à Saakachvili d'avoir à la toute fin levé les restrictions sur les exigences de visa pour les Russes venant en Géorgie, parce qu'ils avaient besoin d'argent, de tourisme, etc. La Russie a fait de même. Les Géorgiens peuvent rester en Russie aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Désormais, ils doivent simplement, comme tout étranger, s'ils logent chez quelqu'un ou à l'hôtel, se faire enregistrer à cette adresse. Ou si vous séjournez chez des membres de votre famille, vous devez vous enregistrer. Donc, quand des proches viennent chez nous, nous les enregistrons en disant « Hey, ils sont là pour telle ou telle durée ». Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le gouvernement russe
a commencé à faire beaucoup d'ouvertures et à créer de nombreux postes gratuits dans les universités pour les Géorgiens, pour les étudiants géorgiens, entièrement financés par le gouvernement russe. Cela offre donc beaucoup plus d'opportunités et crée un lien d'un autre niveau, parce que les Géorgiens, ils ont été soumis à la propagande, tout comme les Ukrainiens, avec des choses du genre. Les Russes arrivent, ils volent les toilettes, et que nous nous promenons tous en lapti. Les laptis, si vous ne savez pas, sont des chaussures faites d'écorce. Si vous n'avez absolument aucune ressource, c'est en fait une assez bonne chaussure, tout bien considéré, pour cette situation. Si vous n'avez vraiment aucune ressource. C'est quelque chose que les paysans portaient dans les villages il y a 150, 200, 300 ans. Voilà donc le niveau de mentalité que les Russes vivent, vous savez, dans des porcheries, et ainsi de suite. Mais quand les Géorgiens viennent ici, ils sont généralement très choqués parce que tout ce qu'on leur raconte par les ONG occidentales ne correspond pas à la réalité. Moscou est probablement la ville la plus avancée de toute l'Europe. Pas seulement en termes de propreté, mais aussi d'infrastructures et d'infrastructures de télécommunications. Cela a aidé. Et c'est arrivé à un point, je vais vous dire une autre chose qui a aidé, c'est la Légion géorgienne qui combat pour l'Ukraine. En fait, beaucoup de ces personnes dans la Légion géorgienne sont d'anciens proches de Saakashvili, ces anciens nobles. Eh bien, ils ont commencé à publier des vidéos de leurs actes, de leur grande bravoure, quand ils tranchent la gorge de soldats qui se sont rendus, ou qu'ils leur tirent dans le dos, ou qu'ils leur tirent une balle dans la tête, alors que ces hommes sont à genoux, les mains attachées dans le dos. Donc ces vidéos ont commencé à arriver jusqu'en Géorgie. Et les Géorgiens sont sous le choc, parce qu'ils ont ce code d'honneur de guerriers des montagnes. On ne tue pas les prisonniers. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ce qu'ils voient, ce sont des Géorgiens, criant en géorgien, clairement des Géorgiens, en train d'assassiner des civils, d'assassiner des prisonniers de guerre et de se filmer eux-mêmes. Grosse dispute. Les nazis aiment faire ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose que les nazis font depuis 1941. C'est un problème psychologique. C'est ce que les Israéliens font actuellement à Gaza, non? À un certain moment, la déshumanisation de l'autre devient tellement évidente que c'est presque comme se promener dans la rue, n'est-ce pas? Et on a juste envie de partager avec les autres les joies que l'on traverse. Quelque chose comme ça doit se produire à un niveau psychologique très tordu. C'est le cas parce que les nazis, et pas seulement les nazis allemands, n'oublions pas qu'en 1941, nous combattions la majeure partie de l'Europe, envoyaient des photos à leurs familles pour montrer aux enfants qu'ils exécutaient des civils. Je veux dire, il y a un certain degré de folie profonde. Vous voulez partager avec vos propres enfants l'expérience d'avoir tué d'autres enfants. Franchement, on comprend que ces gens sont mentalement dérangés. Absolument. Donc, la Légion géorgienne faisait la même chose, et cela a été un véritable choc pour la population géorgienne qui a vu ces vidéos. Et je suis fier de dire qu'il y a maintenant un bataillon géorgien en formation en Russie, des volontaires géorgiens. Pas les Géorgiens de Russie, car il y a environ 2 millions, peut-être 1,5 million de Géorgiens qui vivent en Russie de façon permanente. Mais des volontaires géorgiens venant de Géorgie s'entraînent actuellement et se préparent à aller combattre du côté russe. Comme vous pouvez le voir, on est passé d'une guerre civile essentiellement ukraino-russe. Du moins, du point de vue russe, c'est perçu comme une guerre civile. Cela s'accumule avec beaucoup de personnes, de nombreux griefs qui se règlent désormais sur le territoire ukrainien. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent se venger des Européens. Il y a des Arabes des deux côtés. Les islamistes sont du côté ukrainien, tandis que des soldats syriens et d'autres qui veulent se venger de ce qui s'est passé en Syrie sont du côté russe.
that want revenge for what happened in Syria on the Russian side. Dans votre analyse, en réalité, il y a aussi des personnes à la périphérie de la Russie qui sont désormais entraînées dans ce champ de bataille. Mais qu'est-ce que cela signifie également pour la situation actuelle de la guerre en Ukraine? Je veux dire, elle s'est clairement retournée contre l'Ukraine. Nous en sommes maintenant au point où il y a des manifestations contre M. Zelensky en Ukraine. Nous en sommes au point où nous recevons cette information de Seymour Hersh, selon laquelle apparemment les États-Unis auraient décidé de lâcher Zelensky et de le remplacer. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais les signes semblent indiquer qu'il y a désormais une lutte de pouvoir à Kiev ou autour de Kiev venant de l'intérieur et non des avancées russes. Comment cela impacte-t-il également la Géorgie? Eh bien, en ce qui concerne l'Ukraine, je vais vous dire ceci. Vous pouvez juger si les États-Unis soutiennent Zelensky en observant si ces manifestations s'essoufflent ou non. Le problème avec toutes ces manifestations de type Maïdan, c'est que si elles ne reçoivent pas un financement adéquat, et dans ce cas, il faudrait que ce soit un financement venant de l'extérieur de l'Ukraine, elles finiront toutes par s'essouffler faute de moyens. Et parce que l'Ukraine est un véritable État policier. Les gens disparaissent à droite et à gauche s'ils se montrent. Croyez-moi, des agents du SBU, dans des endroits comme Kharkiv, arrachent les téléphones des mains des gens, vérifient s'ils ont de la famille en Russie, s'ils ont écrit à la Russie, ou consulté des blogs russes ou autres, et les arrêtent sur le champ. Beaucoup de ces personnes disparaissent tout simplement, emmenées, abattues, assassinées. Lorsque Mariupol est tombé, il y a eu beaucoup de... Lorsque Mariupol est finalement tombé, et que les gens ont commencé à creuser plus profondément dans de nombreuses zones qui avaient été détruites, ils ont commencé à trouver des charniers. Il y avait un camp de concentration installé dans une station-service où ils utilisaient les réservoirs d'essence vidés pour y jeter les cadavres. Il y avait tout simplement d'énormes quantités de corps. Donc, on peut juger si ces manifestations ont de l'avenir, si le gouvernement américain veut vraiment se débarrasser de Zelensky. Maintenant, cela dit, pour la Géorgie, vous savez, l'Occident joue contre lui-même, parce que l'Occident arrive avec une attitude du genre « si tu ne veux pas jouer selon mes règles, je vais reprendre mes jouets de ton bac à sable, puis je vais retourner ton bac à sable et le découper à la tronçonneuse. » Voilà le concept de l'Occident. Vous faites ce que nous disons, ou nous allons essayer de détruire tout ce que vous êtes. Donc il y a environ 2 mois et demi, le Congrès américain a adopté une loi sur l'instauration de la démocratie en Géorgie. Laissez ça vous interpeller. Nous ne sommes pas d'accord avec le choix du peuple. Alors nous allons vous imposer notre choix et vous le faire avaler de force en faisant tout ce que nous pouvons. Nous allons concentrer nos efforts à révolutionner votre gouvernement et à y placer nos marionnettes, parce que c'est ça, la démocratie. Environ 1 mois plus tard, le Royaume-Uni a fait la même chose. Et il y a environ 1 semaine et demie, l'UQMF a signé la même chose concernant l'instauration de la démocratie en Géorgie. Donc la démocratie signifie piétiner la volonté du peuple. Nous allons vous imposer notre marionnette, que cela vous plaise ou non. Et les gens voient cela, évidemment. Je veux dire, ils le voient. Leur choix. Voilà ce que signifie la démocratie occidentale. Nous allons piétiner votre choix. Mais Stas, je dois poliment exprimer mon désaccord. Je veux dire, grâce à des mesures similaires, nous avons maintenant un président démocratique en Syrie. Je veux dire une personne sainte, non? Un homme de Dieu qui dirige maintenant la Syrie. Je veux dire, cela doit être un bon exemple de la direction que la Géorgie pourrait prendre. Ma seule question à ce sujet, lorsque les dirigeants de l'UOPR et Trump ont serré la main d'Adjulani, ont-ils léché le sang des enfants chrétiens sur leurs mains ou l'ont-ils lavé?
Je ne sais pas. Je veux dire, à ce stade, ça semble vraiment que ce soit vraiment le cas ou non. Tu sais, c'est encore plus sournois, dans le sens où il s'agit de s'assurer d'installer quelqu'un contre qui les Israéliens pourront ensuite se battre légitimement afin de morceler encore plus le pays. Donc, dans un contexte comme la Syrie, ça me semble être encore plus un exemple de pourquoi tout le monde dans la région doit se ressaisir et ne pas suivre ces plans stupides. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est la Syrie aussi. Et le pays est complètement détruit, tandis que les dirigeants arabes, vous savez, ils sont comme les capos dans les camps de concentration. Vous savez, le capot était... Oui, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, un capot était un détenu dans les camps de concentration nazis qui gérait le camp de l'intérieur. Ce n'étaient pas les Allemands qui entraient dans les baraquements, frappaient les gens et les conduisaient, soit à la chambre à gaz, soit au travail. C'étaient les capots. Et eux-mêmes étaient des détenus, et leur travail était d'être le dernier survivant. Leur état d'esprit était « je survivrai plus longtemps que les autres ». C'est la même chose avec la plupart des dirigeants arabes. Maintenant, pour revenir à la région du Caucase, le problème pour la Géorgie, c'est d'abord l'Arménie. L'Arménie, parce qu'avec l'anti-arménien au pouvoir, c'est un terrain fertile pour les tentatives de mouvements révolutionnaires vers la Géorgie. L'anti-arménien, c'est incroyable, vous savez. D'abord, les gens qui perdent des guerres, aussi lamentablement que lui, finissent normalement morts s'ils sont le dirigeant. Je veux dire, au minimum, ils sont exilés. La plupart du temps, ils sont tués soit par leurs généraux, soit par le peuple. Mussolini me vient à l'esprit, parmi d'autres, l'effet Mussolini. Mais non, ce type a été réélu. Vous savez, quand la guerre arménienne a éclaté, la première au Karabakh, je veux dire, la première de cette décennie, un de mes amis, qui est major dans la reconnaissance et le renseignement russe, a été envoyé là-bas pour voir ce qui se passait vraiment au Karabakh. Et leur premier arrêt a été Erevan. Ils ont passé quelques jours à Erevan, assis dans les cafés, à observer et à parler aux gens, à regarder autour d'eux. Il a dit que tous les gens étaient convaincus que l'armée arménienne était aux portes de Bakou et qu'ils étaient en train de gagner la guerre. Et nous leur disons, non, mesdames et messieurs, c'est tout le contraire. Vous savez, les forces arméniennes au Karabakh ont été anéanties. On les considère comme l'ennemi numéro 1. Ensuite, ils ont dit que la plupart des hommes à Erevan n'essayaient même pas de se battre. Et ceux qui voulaient se battre, les volontaires qui arrivaient, des Arméniens et d'autres volontaires du monde entier, ils devaient se faufiler au Karabakh, parce que Pachinian, l'anti-arménien, avait fermé la frontière avec le Karabakh et n'autorisait personne à s'y rendre pour se battre. Il a littéralement abandonné ces gens, n'est-ce pas? Et ces personnes étaient armées d'armes très vétustes, tout bien considéré. Eh bien, le Bayraktar turc s'est révélé être une arme redoutable, mais une fois utilisé en Ukraine, il a été abattu en masse par le système anti-aérien russe, car les forces du Karabakh ne disposaient d'aucun système anti-aérien. Il a même été rapporté que juste avant l'une des dernières offensives azerbaïdjanaises, ils avaient rassemblé leurs troupes et les généraux de Pachinian voulaient utiliser des missiles Iskander pour les anéantir, pour éliminer cette concentration de troupes. Et Pachinian leur a dit « Non, le monde ne me pardonnera jamais si je tue autant d'Azerbaïdjanais. » Ainsi, l'anti-arménien n'a aucun problème à ce que les Arméniens soient détruits en masse au combat, puis que les civils soient victimes de génocide ou de nettoyage ethnique, mais il a un problème à tuer ses ennemis pendant une guerre. Vous comprenez donc déjà où tout cela nous mène. Le problème du côté de la Russie, c'est que la Russie, elle enlève les gants. Elle aurait dû enlever les gants à l'époque. Mais la Russie essayait de jouer le rôle du gentil.
Et lorsque les Azerbaïdjanais ont abattu un hélicoptère russe en Arménie, la réponse appropriée aurait été d'anéantir tout ce qui volait, les appareils azerbaïdjanais survolant l'Azerbaïdjan et le Karabakh. La Russie dispose des PVO, du système anti-aérien. La bonne réponse, pour que le gouvernement azerbaïdjanais comprenne sa position, aurait été que la Russie abatte tout, au moins pendant une journée, qu'elle nie toute capacité aérienne. Elle ne l'a pas fait. Et Aliyev a dit « Oh, nous aurons une commission, nous verserons de l'argent aux familles en compensation pour les pilotes et l'équipage tués, et ainsi de suite. » Mais la Russie, dans ce cas, a montré de la faiblesse. Oui, mais le problème que la Russie a rencontré, c'est que, et Vladimir Poutine l'a dit à l'époque, nous avons un accord stratégique avec l'Arménie, mais l'Arménie n'a jamais demandé d'aide. On ne nous a pas demandé d'intervenir en leur nom. Alors, que suis-je censé faire? En fait, Vladimir Poutine a dit, que suis-je censé faire s'ils ne demandent pas d'aide? Oh, je suis tout à fait d'accord. L'armée russe ne pouvait pas intervenir là-bas. Mais comme je l'ai dit, lorsque les Azerbaïdjanais ont abattu un hélicoptère russe dans l'espace aérien arménien, la réponse aurait dû être de leur rendre l'appareil, de les frapper en retour. Alors tout se serait calmé. Mais comme nous ne l'avons pas fait, cela les a encouragés à aller plus loin. Nous avons maintenant des problèmes avec l'Azerbaïdjan, des problèmes sérieux. Mais l'Azerbaïdjan, tout ce que possède l'Azerbaïdjan et le fait qu'il joue le rôle d'une seconde Ukraine repose sur le maintien au pouvoir des anti-arméniens. Parce que l'Azerbaïdjan, à part une petite partie de son exclave, n'a en réalité aucune frontière avec la Turquie. Et il est entouré d'ennemis ou de pays qui ont été transformés en ennemis. Et juste pour comprendre l'ampleur de l'approche égocentrique d'Aliyev. Tout d'abord, les personnes qui ont été arrêtées en Russie, 2 d'entre elles sont mortes. L'une est décédée lors de l'arrestation d'une crise cardiaque. Une autre est morte plus tard. On ne sait pas vraiment pourquoi. C'étaient des criminels. Ces personnes faisaient partie de la mafia, une mafia ethnique. La mafia est toujours ethnique. Peu importe le pays, une mafia est toujours structurée autour d'une certaine ethnie parce qu'elle s'attaque toujours à ses propres membres. Mais l'arrestation, je veux dire, ils ont été arrêtés pour des motifs valables. L'arrestation a peut-être été mal effectuée. C'est un tout autre sujet. Et il faudrait une commission pour enquêter sur les raisons de la mort du deuxième homme, en particulier, car ce n'est pas clair. Pendant son arrestation, le premier est mort d'une crise cardiaque. Il était âgé et en mauvaise santé. Et encore une fois, peut-être aurait-il fallu revoir la façon dont il a été arrêté, lui aussi. Mais ils étaient tous citoyens russes. Ils étaient azéris par nationalité, mais tous citoyens russes. Eh bien, l'Azerbaïdjan a attrapé des programmeurs russes, des gars des libéraux qui s'étaient enfuis au moment de la mobilisation, et les a tabassés. Je veux dire, ils ont été violemment battus. On voyait que leur visage était enflé. Ensuite, ils les ont exhibés comme trafiquants de drogue ou autre chose du genre. Ils ont, vous savez, fait monter les enchères. La Russie a répliqué. Mais d'abord, elle avait déjà perdu la raffinerie de Haïfa. Je ne sais pas à quel point elle est endommagée, mais elle ne fonctionne pas en ce moment. Et c'est du pétrole azéri. Ensuite, la Russie a détruit 2 autres raffineries en Ukraine, qu'elle aurait vraiment dû détruire en 2022. Et personne n'a vraiment expliqué pourquoi elles n'avaient pas été démolies avant. Elles l'ont finalement été. L'une appartenait à BP, l'autre appartenait à SOCAR, qui est la compagnie pétrolière d'Azerbaïdjan, laquelle alimente directement les poches d'Aliyev. Et ces types d'ailleurs en Russie qui ont été arrêtés faisaient en gros partie du gang d'Aliyev. Et il y a environ 2 millions d'Azerbaïdjanais, je suis désolé, d'Azerbaïdjanais. Il y a environ 2 millions d'Azerbaïdjanais qui vivent en Russie. Et ce qui ressort maintenant, c'est que, et je ne dis pas cela contre tous les Azerbaïdjanais, c'est ma propre réflexion,
mais l'élément criminel qui travaille directement comme une extension des services de renseignement azerbaïdjanais et donc du Mossad, du SBU et d'autres agences CIA, MI6, à l'intérieur de la Russie, ils aidaient à planifier l'attaque contre les bombardiers stratégiques, parce que leurs gens sont partout. Donc cela est sorti, et je le savais même avant cela. J'ai vu des documents officiels du gouvernement russe qui montraient que la mafia azerbaïdjanaise collaborait activement avec des services de renseignement étrangers. C'est pourquoi toutes ces arrestations ont eu lieu au niveau fédéral et non au niveau local. Les autorités locales sont soit intimidées, soit achetées, soit les deux. Donc les autorités fédérales sont intervenues et ont commencé à démanteler ce réseau. De plus, des mesures ont été prises. Cela continue. Ce n'est plus aussi bruyant maintenant, mais cela continue. Par exemple, une très grande partie de l'économie azerbaïdjanaise est en réalité liée à la Russie dans le secteur agricole. La Russie est le 3e producteur mondial de lait et de produits laitiers. Mais pour une raison ou une autre, la Russie continuait d'importer de 2 entreprises azerbaïdjanaises. Ces 2 entreprises se sont désormais vues refuser des licences d'importation. C'est donc un coup dur, car elles n'ont plus aucun débouché pour écouler leur production. Elles ne peuvent pas le faire en Iran, car elles ont détruit leurs relations avec ce pays. Quant aux ambitions impérialistes d'Aliyev, tout d'abord, le grand mufti d'Azerbaïdjan a déclaré qu'ils allaient bientôt récupérer tous leurs lieux saints chiites en Arménie, car le gouvernement arménien, anti-arménien, s'apprête à ouvrir la frontière à une migration massive d'Azerbaïdjanais vers l'Arménie. Vous savez, l'Azerbaïdjan est plusieurs fois plus peuplé que l'Arménie. Il y a beaucoup d'Arméniens dans le monde, plus de 2 millions, rien qu'en Russie. Mais en Arménie même, la densité de population est en réalité assez faible. Donc apparemment, l'anti-arménien va permettre une migration massive vers l'Arménie et finir par l'anéantir. Rappelez-vous que lorsque la Russie combattait les Perses dans cette région du monde, dans les années 1820, il ne s'agissait que de Khanat. Il n'y avait pas de gouvernement chrétien dans ces zones, à l'exception de Tbilissi. Et le gouvernement de Tbilissi avait presque été détruit en tant que vassal qui s'était rebellé contre l'islamisation imposée par les Perses. Les Perses sont arrivés et ont anéanti la majeure partie de la population. Je veux dire, il ne restait que 40 000 personnes dans la principauté de Tbilissi lorsqu'elle a rejoint l'Empire russe, car 2 ans auparavant, l'expédition perse avait laissé 150 000 cadavres et emmené 250 000 esclaves avant de repartir en Perse. Alexandre Ier ne voulait pas entrer dans le Caucase, mais ses ministres l'y ont poussé en disant que ces populations orthodoxes allaient être exterminées. En tant qu'empereur orthodoxe, il ne pouvait pas permettre qu'elles soient exterminées ou converties de force en masse. C'est donc la raison pour laquelle la Russie est intervenue sous Alexandre Ier. À l'époque dont nous parlons, sous Nicolas Ier, la Russie poursuivait son avancée dans le Caucase en combattant les Perses. Elle a libéré le Khanat d'Erevan, qui est alors devenu l'Arménie au sein de l'Empire russe, en tant qu'entité semi-autonome. Ensuite, il y a eu l'Union soviétique, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la possibilité de voir disparaître la nation arménienne. Ensuite, il y a le fait que l'Azerbaïdjan est en train de masser des troupes à la frontière iranienne, car ils s'attendent à une deuxième phase de la guerre contre l'Iran, et il semble qu'ils veuillent envahir l'Iran pour tenter de s'emparer du nord-ouest du pays, où vit une importante population azérie. Et il y a le Daghestan. Le Daghestan, pour que vous compreniez bien, jusqu'à l'époque de l'Union soviétique, était peuplé à 70% de Russes. Sous les politiques pro-russes de l'Union soviétique, et je mets ça entre guillemets, la population russe est tombée à environ 20%, contre 70% auparavant.
Cela dit, il y a 36 groupes ethniques différents au Daghestan. Donc, quand vous passez d'un village à l'autre, vous pouvez vous retrouver dans un groupe ethnique différent, ce qui explique pourquoi les conflits se transforment souvent en fusillades entre villages, car ce sont des ethnies différentes. Et, vous savez, les garçons commencent à se battre pour une fille, quelqu'un poignarde un autre, puis tous les hommes sortent avec leurs fusils et commencent à tirer les uns sur les autres. Deux villages s'affrontent parce qu'ils appartiennent à des groupes ethniques différents. Et voilà qu'ils ont une raison de plus de se tirer dessus. C'est uniquement le pouvoir fédéral central qui maintient tout calme et paisible. Eh bien, les Azerbaïdjanais constituent la deuxième plus grande minorité, ou le deuxième plus grand groupe ethnique au Daghestan, ce qui, encore une fois, ne les rapproche en rien d'une majorité ou de quoi que ce soit qui y ressemble. Ils représentent peut-être environ 10% de la population, mais ils commencent maintenant à promouvoir le nationalisme azerbaïdjanais et à affirmer que toutes ces terres leur appartiennent, essayant de provoquer une explosion partisane ou une guérilla dans cette région. Donc, l'Azerbaïdjan nourrit de très très grands rêves d'empire. Il a des voisins très puissants. Et d'ailleurs, l'Azerbaïdjan occupe des parties de la Géorgie, des terres historiquement géorgiennes, où ils effacent les zones orthodoxes chrétiennes. Tout comme, vous savez, si on veut être honnête, ce que les Arabes à Jérusalem faisaient aux vestiges du Second Temple. Ils amenaient simplement des tracteurs la nuit et des excavatrices, enlevant tous les vestiges et les détruisant. Je veux dire, il faut dire ce qui se passe, parce que les deux camps ont fait beaucoup de choses. Je ne défends en aucun cas le génocide israélien, mais il y a eu des actions de tous les côtés qui étaient loin d'être humaines et franchement idiotes. Eh bien, les Azerbaïdjanais font la même chose avec le patrimoine géorgien. Maintenant, il faut comprendre que les Azerbaïdjanais ne sont pas la population d'origine de l'Azerbaïdjan. Ce sont des Turcs. Ils ont adopté cette manière turque. Les Turcs, ceux qu'on appelle aujourd'hui Turcs en Turquie, n'ont jamais appelé leur pays la Turquie, car chacune des tribus turques avait son propre nom. Les Ottomans étaient un peuple turc qui a conquis les autres, comme, par exemple, les Turcs de Rum, qui occupaient Trabzon et ses régions. Ils ont progressivement rassemblé tous ces peuples sous la domination ottomane. Ils ne se sont pas pour autant appelés Turcs. Ils se disaient Ottomans, car c'était le clan ou la tribu qui avait conquis les autres. Ce n'est qu'après l'arrivée au pouvoir d'Atatürk qu'ils ont commencé à se désigner comme Turcs en tant que nationalité. Et tous ces autres Turcs, ils sont turciques, comme on dirait slaves. Vous savez, les Tchèques ne disent pas « nous sommes tous Tchèques ». Ils disent « les Tchèques sont les Tchèques ». Mais ils sont slaves dans un sens plus large. Cela s'étend jusqu'à travers la mer Caspienne jusqu'au Turkménistan, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est même présent dans « cela s'étend jusqu'à, selon eux, l'Altaï occidental et l'Asie centrale ». Pour résumer, quelle est votre prédiction concernant la stabilité politique de la région à l'avenir? Parce qu'à mon avis, il semble que nous allons vraiment traverser une période mouvementée et que l'insécurité va s'accentuer, en particulier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Eh bien, j'ai de bonnes sources qui m'ont dit de surveiller l'Arménie et de me préparer à un changement massif. La seule façon de considérer cela comme un changement massif, c'est si Pachinian est évincé, perd le pouvoir, voire même la vie, et qu'un autre gouvernement pro-arménien remplace l'actuel gouvernement anti-arménien. Si cela se produit, c'est parce qu'il semble que la Russie en ait enfin assez, au point d'agir. Les Géorgiens ne sont pas très enthousiastes face à la situation. Les Iraniens sont furieux, incroyablement furieux. Donc ni Pachinian ni Aliyev n'ont d'amis dans la région, à part les Turcs. Et l'Arménie est au bord de,
Enfin, elle est constamment au bord de la révolution et de la guerre civile. Mais la situation s'est beaucoup aggravée parce que l'Église s'est directement opposée à Pachinian. Pachinian a arrêté 2 archevêques et il a déclaré qu'il allait sauver lui-même l'Église arménienne. Sa sainteté va réformer l'Église arménienne, en faire une prostituée soumise de Babylone au service de la cause anti-arménienne. Et cela réveille beaucoup de gens qui pensaient peut-être, bon, attendons simplement que ça passe. Mais non, il n'y aura pas d'attente. Il faut agir. Et cela concerne aussi les élites. Et maintenant, avec tout cela, tous les chiites, tous les anciens sites sacrés vont aller en Azerbaïdjan parce qu'il va y avoir une migration massive. Et les gens ont commencé à vraiment se rendre compte que la situation s'est beaucoup aggravée et que l'heure est bien plus avancée qu'ils ne le pensaient. Donc si cela se produit, encore une fois, si je ne peux pas garantir et que Pachinian est évincé, l'Azerbaïdjan va se retrouver dans une situation très difficile, car ses 4 véritables grands voisins seront tous très hostiles à son égard. Et si l'Azerbaïdjan ne se calme pas, et je ne sais pas s'ils ont assez de bon sens pour se calmer, il y a beaucoup d'ego et de machisme dans le Caucase. Si Aliyev n'a pas la volonté de calmer la situation et décide de poursuivre ses plans impérialistes, surtout lorsque la deuxième phase contre l'Iran commencera, l'Azerbaïdjan pourrait disparaître. Il pourrait tout simplement disparaître. Car vous savez, il a 4, enfin à ce stade 3, mais bientôt 4 ennemis autour de lui et une mer dans son dos. Ce n'est pas la meilleure position. Et il n'y a aucun moyen pour qui que ce soit de leur fournir de l'aide. Si les Turcs doivent se frayer un chemin à travers les montagnes, ce sera une tâche très coûteuse pour eux. Ils devront peut-être simplement limiter leurs pertes. Et cela serait également en conflit direct avec la Russie. Région difficile, région difficile. Mais Stas, merci beaucoup pour vos analyses. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur votre travail, où devraient-elles se rendre? D'accord. Alors, pour me trouver, tout d'abord, j'ai des vidéos sur YouTube sous le nom de Mr. Slavic Man. Slavic avec un K, pas un C. Les vidéos arrivent un peu lentement en ce moment car je suis encore en vacances pour une semaine. J'ai 2 chaînes Telegram. La chaîne russe s'appelle Stas Today Obrotno et la chaîne anglaise s'appelle Stas Was There. Je suis aussi sur X sous le nom de Stas Krapivnik. D'accord. Devrais l'ajouter dans la description ci-dessous. Merci beaucoup pour votre de suite.